Ce soir, nous allons continuer nos séries de rencontres puisque nous organisons, vous le savez, des rencontres par vicariat, puisqu'il y a 5 vicariats à Paris. C'est la deuxième. La première avait eu lieu à Saint-François de Sales. Nous avions choisi plutôt le thème de la fin de vie parce que c'était particulièrement d'actualité à l'époque. Et j'étais intervenu avec Madame Anne-Marie Tribule, qui était la responsable des soins palliatifs à Jeanne Garnier, donc particulièrement compétente pour prendre la parole sur ce sujet. Ce soir, nous avons choisi de prendre le début de la vie, pour varier un peu les plaisirs, pour ceux qui, des fois, assisteraient à tout, parce que le début de la vie, effectivement, quelque chose qui se pose actuellement, bien sûr. Il y a la possibilité d'ouvrir les PMA à des couples ou à des personnes seules ou à des couples homosexuels. La question donc se pose de ces PMA, de la GPA, mais aussi de beaucoup d'autres choses sur le diagnostic prénatal, sur la thérapie génique que l'on connaît moins, mais qui sont quand même des enjeux d'humanité. Si l'Église s'est investie, ce n'est pas pour embêter les gens, comme on le dit quelquefois, c'est simplement parce qu'il y a, je crois, un enjeu de société majeur. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons toujours défendu, vous le savez, dans le christianisme, une société fondée sur la fraternité. Laquelle fraternité est fondée sur les relations interpersonnelles qui introduit un droit et que ce droit est toujours ordonné à la défense du plus faible contre le plus fort, et ceci depuis très longtemps. Nous voyons l'émergence d'un autre type de société qui est une société individualiste dont le fondement est l'autonomie. Cette autonomie engendre aussi une nouvelle émergence d'un droit. C'est un droit où le désir particulier des personnes prend le pas et oblige l'État. Donc nous avons effectivement deux types de sociétés qui se rencontrent. Nous pensons que la société doit rester fraternelle, qu'elle doit être basée sur les relations interpersonnelles et toujours se mettre au service des plus faibles, tout simplement, comme le disait d'ailleurs le roi Hammurabi, 18 siècles avant Jésus-Christ, pour sortir de la loi de la jungle, c'est-à-dire de la loi du plus fort. Donc ce soir, j'ai la joie d'accueillir le professeur Emmanuel Sapin, chef de service en chirurgie infantile et néonatale, professeur à la faculté de médecine, qui a accepté de venir de Dijon pour venir ce soir et qui opère demain matin. Donc on le remercie tout spécialement d'être venu parce que lui aussi pense qu'il y a des enjeux majeurs. C'est évidemment un spécialiste des questions que nous allons traiter ce soir. Moi, je voudrais simplement revenir sur quelques éléments essentiels du début de la vie. Voilà, nous parlons du commencement de la vie. La vie, elle commence vraiment au moment de l'émergence d'un être nouveau, ce qu'on appelle le zygote, la cellule initiale. Nous sommes tous passés par là. Et nous avons suivi le cursus habituel de zygote qui est devenu un embryon, qui est devenu un fœtus, qui est devenu un nouveau-né, qui est devenu un enfant, qui est devenu un adolescent, qui est devenu un adulte, etc. J'arrête là parce que ça va nous plomber le moral. Donc, ce zygote, c'est un être nouveau. Il a un patrimoine génétique nouveau. C'est un être nouveau et c'est un être vivant. Avant la naissance, sa mère lui assure l'alimentation, la protection et l'oxygénation. Après la naissance, la mère lui assure l'alimentation et la protection. Autrement, certes, mais c'est la même chose. La seule chose qui apparaît de nouveau, c'est l'oxygénation autonome par la respiration, puisque quand il naît, c'est cela qui se met en route, alors que tout fonctionne depuis longtemps, le cœur, le rein, etc., mais pas le poumon. C'est pour ça que je me rappelle, après un accouchement, taper légèrement sur la fesse de l'enfant pour qu'il se mette à crier, parce que s'il crie, il respire et hop, ça se met en route. Alors, je sais qu'aujourd'hui, taper sur les fesses d'un enfant, ça risque de me coûter cher, mais je vous l'avoue devant public, je tiens quand même à dire que c'était quand même pour une question de survie. Voilà. La naissance, ce n'est pas le début de la vie. La naissance, c'est simplement apparaître au monde, venir au monde. On voit bien d'ailleurs maintenant, avec les moyens sophistiqués que nous avons, qu'on voit tout à fait l'enfant, dès les commencements, dans le ventre de sa mère, de manière extrêmement précise. Alors on nous dit aussi, et là je voulais quand même remettre quelque chose au point, certains, et même des médecins, nous disent que l'embryon est un amas de cellules. Alors je suis très étonné,
Parce que l'embryon, il possède lui-même un principe d'organisation. Il est humain par sa génétique et il est organisé par des axes qui sont déjà définis. Son développement se réalise par la multiplication et la différenciation cellulaire et il est organisé par et pour l'individu lui-même. Alors que si vous prenez un tas de cellules, vous mettez dans une boîte de pétri, ça n'en a rien du tout. Le principe d'organisation des cellules est extrinsèque, alors que dans un embryon, il est intrinsèque. Et donc, il y a une différence absolument majeure entre un embryon et un amas de cellules, parce que l'embryon, il va se développer pour donner un enfant, et que l'amas de cellules, jamais. Donc voilà, on ne peut pas dire que l'embryon est un amas de cellules. Enfin, je voulais simplement parler de la manière dont les enfants et les embryons ont été reçus, puisque nous allons parler de cela ce soir. Alors, vous savez, on dit que l'avortement, c'est quelque chose de très moderne. Pas tout à fait, parce qu'on a retrouvé quand même une recette abortive chez l'empereur Shang-Nung 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas franchement nouveau ni moderne. Les Amazones, Hérodote en parle, les Amazones vivaient dans le sud de l'Ukraine. On a retrouvé effectivement des traces archéologiques de leur présence. Elles pratiquaient le choix du sexe par infanticide en étranglant les garçons à la naissance. Charmant. À Rome, c'est le contraire. Ce n'est pas les femmes, c'est les hommes. On est dans un régime patriarcal, ce qui fait que le père a pouvoir de vie et de mort sur l'enfant. On appelle ça l'exposition. Vous savez, l'enfant, lors de l'accouchement, les pères romains prennent soit l'enfant dans leurs bras, alors à ce moment-là, ils le reconnaissent, soit ils le laissent par terre. Et dans ce cas, les esclaves jettent le bébé sur un tas d'ordures où il est dévoré par les chiens et les chacals. Ovide rapporte aussi que de nombreuses femmes romaines recourent à l'avortement, donc ce n'est pas nouveau. Plutarque disait, on fait usage, je le cite, mais pas en latin, rassurez-vous, on fait usage d'abortifs pour aussitôt se faire engrosser à nouveau, à Rome. Ovide, Cicéron, Sénèque se désolent de l'avortement, donc c'est quelque chose qui est courant. Mais s'ils se désolent de l'avortement, ce n'est pas parce que l'embryon aurait un statut, pas du tout. C'est surtout pour des questions de politique procréationniste. Voilà, c'est la mort d'un être vivant dont le statut est inexistant. D'ailleurs, le mot enfant, infans en latin, ça veut dire celui qui n'a pas la parole. Et il était bien clair qu'il ne l'avait pas. C'est simplement au IIe siècle après Jésus-Christ que des juristes vont s'intéresser à l'embryon. L'empereur Hadrien, tout d'abord, interdit la peine capitale envers une femme enceinte parce que justement elle porte un enfant. Et donc on reconnaît la valeur et la vie de cet enfant à partir de cela. Donc c'est Hadrien a vécu de 76 à 138 après Jésus-Christ. Marc Aurèle a instauré une protection du fœtus aussi. Mais alors là, la protection du fœtus, ce n'était pas à cause du statut particulier d'un embryon, c'était surtout pour empêcher l'avortement au détriment du père. Septime Sévère a introduit l'exil pour un avortement commis pour nuire au mari. Donc on voit bien, c'est toujours un régime patriarcal, c'est pour défendre les droits du père. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour donner un statut à l'embryon. Le juriste consulte Julien, lui, va donner effectivement le premier une existence devant le droit civil. Et c'est Justinien, au 5e siècle, qui, dans son livre Le Digeste, donnera un vrai statut à l'embryon, c'est l'enfant conçu est considéré comme s'il était déjà né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Et donc là, on a les premières élaborations d'une considération de l'embryon. Quoique, en Grèce, Hippocrate de Cos, bien connu cet Hippocrate avec son serment, il a introduit une éthique médicale qui refusait la prescription d'abortifs et même la suggestion d'avortement. Voilà, je passe sur les détails. Alors, y avait-il une exception? Mais oui, figurez-vous, dans le monde sémite. Dans le monde sémite, on a la considération pour l'embryon. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du roi Hammurabi et de son fameux code. Il sanctionne l'avortement ainsi que les lois hittites en Anatolie, la Turquie actuelle. Et les judéo-chrétiens, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas d'avortement. En général, on en parle quand on le pratique. Mais il y a juste un
épisode dans le livre de l'Exode à propos d'une bagarre entre deux hommes qui ferait qu'une femme est bousculée, une femme enceinte est bousculée. Et donc, voilà, c'est le seul épisode qu'on a. Mais l'embryon et l'enfant à naître est toujours considéré sous le regard de Dieu. Vous le savez bien, Jérémie, avant de te façonner dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant la sortie du sein, je t'avais consacré. Et puis Isaïe, ainsi par le Seigneur qui t'a fait, qui t'a façonné dès le sein maternel. Isaïe encore, le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Et puis Job aussi, tes mains m'ont façonné, m'ont formé, tu m'as accordé vie et faveur, tu as veillé sur mon souffle, le psaume 139, mon embryon, tes yeux le voyaient, etc., etc. Donc, vous voyez, voilà ce qu'on peut dire sur l'embryon. Je dis cela parce qu'aujourd'hui en France, l'embryon n'a pas de statut. Quand il y a eu des procès retentissants, vous savez, par exemple, un chauffard ivre qui est rentré dans une maman qui était enceinte de presque 9 mois. L'enfant est mort en son ventre et il y a eu plusieurs procès. Est-ce un homicide involontaire? Si c'est un homicide involontaire, on reconnaît un statut à l'enfant. Alors il y a eu des allers-retours entre différentes cours. Finalement, la Cour de cassation a dit on ne peut pas trancher parce qu'il n'y a pas de statut de l'embryon. Je pense que bientôt il y aura un statut animalier, paraît-il. Je pense que la larve de hanneton, à cause de sa rareté sans doute, est plus protégée aujourd'hui que l'embryon. Donc ça pose quand même une question sur notre humanité et la manière dont on la considère. Voilà, cher professeur, je vais laisser à la science la parole. Merci, Monseigneur, de m'inviter à prendre la parole sur ce sujet. Puisque beaucoup de gens ne me connaissent pas, je suis donc chirurgien d'enfants depuis 35 ans maintenant. J'ai fait ma carrière à Paris au départ et je suis à Dijon depuis 20 ans maintenant. Voilà. Je suis marié, 7 enfants et 7 petits-enfants, pour l'instant. Voilà, pour situer un peu les choses. Et chose particulière, effectivement, lorsque je suis arrivé à Dijon, on enseignait l'anglais, les statistiques, mais il n'y avait pas d'enseignement d'embryologie. C'était un peu particulier, la vie commençait sans doute à la naissance à ce moment-là. Donc il y avait un petit oubli, je pense, et c'est à force de demander un petit peu justement qu'on en parle, que l'embryon, c'était important de savoir comment ça se passait, pour voir comment les choses se déroulaient jusqu'à la naissance, et qu'il y avait une existence avant la naissance. Donc on peut arriver quand même à faire un enseignement sur ce sujet. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de l'embryon et au-delà de l'embryon, de la période anténatale, bien sûr à la lumière de la proposition de révision des lois de bioéthique, puisque c'est le sujet qui aujourd'hui nous tracasse quelque peu, et il y a sans doute de quoi on va le revoir. Alors, quand on parle de recherche sur l'embryon, Monseigneur Betty en a rappelé bien sûr les choses, donc je vais revoir des choses qu'il a déjà un petit peu dites, comme ça vous saurez qu'on pense la même chose. C'est que on se demande en fait, est-ce que l'embryon, lorsqu'il est sujet à la recherche, est-ce qu'il est sujet ou objet de la recherche? En effet, cette recherche concerne qui ou concerne quoi? Est-ce qu'elle concerne un être humain ou est-ce qu'elle concerne un amas de cellules, comme c'était rappelé tout à l'heure, qui est vu en quelque sorte comme un matériau d'étude lorsqu'il n'a plus de projet parental? Alors l'embryon, ça a été dit tout de suite, sur le plan scientifique, c'est certain, l'embryon, c'est un être humain. Et en fait, ça correspond effectivement aux premières phases de développement. Développement qui va se poursuivre ensuite et qui va donner l'enfant, l'adulte, etc. Mais il faut comprendre que très rapidement, après la fécondation, c'est un individu. Et il va devenir au bout d'un moment indivisible à partir du moment où il a passé la période où il pourrait, par sa division, donner ce qu'on appelle des jumeaux monozygotes. Mais donc c'est un individu déjà de l'espèce humaine. Pourquoi? Et moi, Petit le rappelait tout à l'heure, c'est parce qu'il a un patrimoine génomique qui est unique, donc issu de cette fécondation. C'est-à-dire qu'en fait, ce génome va le distinguer de toutes les autres espèces, donc des êtres vivants. C'est donc un génome qui est spécifique de son espèce humaine qui le distingue des animaux et qui va même au-delà, puisqu'en fait, dès le premier instant, cet embryon, il est distinct des autres êtres humains parce qu'il a son patrimoine propre qui en fait sa distinction. De plus,
lors du développement qui va se poursuivre, aucun événement ne va changer sa nature. Il est de l'espèce humaine dès le départ, personne ne peut le contester, et naturellement, il ne pourra pas devenir une girafe ou une grenouille, l'expression que Jérôme Lejeune prenait souvent, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de changement de nature au cours du développement. Dès le départ, c'est un être humain. Alors, ce développement, comme ça a été dit tout à l'heure, donc, répond à un programme qui est spécifique, qui est dans le génome, et qui va évoluer progressivement en fonction de la lecture de ce code génétique, mais qui est bien sûr influencé tout de même, des découvertes qui sont faites depuis relativement moins longtemps, d'influence de l'environnement sur justement ce programme génétique qui va en faire cet être humain que plus tard, adulte, que vous connaissez. Alors, c'est certain que durant les premiers stades du développement, l'embryon ne ressemble pas à un petit enfant, cet enfant qui nous attendrit certes, ou l'adolescent qui nous interpelle, je dis interpelle comme ça, il n'y a pas de connotation ou quoi que ce soit. À son aspect, c'est sûr, quand on voit un embryon à son début, en fait, il n'attire pas tellement de sentiments d'affection, pas d'émotions spéciales, et sauf peut-être pour certains qui y voient un émerveillement devant les mystères de la vie. Mais cela, c'est uniquement du sensible, de l'émotion. Or, déjà, il existe un individu, cet individu donc qui est unique et qui devrait se développer. Ce développement donc va se passer selon des phases progressives et successives. Et c'est important de comprendre un peu, effectivement, dès le départ, de situer ce qu'est cet embryon pour savoir est-ce qu'il est déjà quelqu'un ou est-ce que ce n'est qu'un matériau, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ce développement donc, va se faire progressivement avec la migration, l'anidation, vous connaissez sans doute ces choses-là. Donc, la différenciation. Alors ce mot de différenciation, c'est important parce qu'au départ, vous avez une détermination qui obéit au message d'organisation qui est dans ces chromosomes, et la différenciation va se faire secondairement pour aboutir, par exemple, à la formation des organes que vous avez. Et en même temps que cette différenciation va se faire, il va y avoir une acquisition de la forme qui correspond à l'espèce humaine en l'occurrence, pour un embryon humain. Et cette morphogénèse, ça s'appelle donc, va aboutir à cette forme particulière d'un homme, d'une femme qui est individuelle, que nous connaissons, que nous reconnaissons, et qui est différent des autres hommes, différent des autres femmes, qui est déjà mais tout ce programme-là est déjà inscrit. Alors est-il une personne ? Est-ce que l'embryon est une personne ? C'est sûr que c'est un être humain, et là, le discours, il est clair, je veux dire que scientifiquement, personne sérieusement ne peut contester que dès le départ, il s'agit d'un être humain. Si on analyse les cellules de l'embryon, ces cellules souches embryonnaires, on sait que ce sont des cellules souches embryonnaires humaines, donc c'est forcément déjà inscrit dans l'espèce humaine. On ne peut pas le contester. Par contre, c'est certain, le scientifique n'a pas l'autorité pour dire si c'est une personne, il n'a certainement pas l'autorité pour dire que ce n'est pas une personne. Ce n'est pas de son domaine. Le domaine donc, de la définition de la personne, on peut en discuter philosophiquement, vous savez que là ça peut être discuté par plein de gens, la qualité de personne. Pour nous, c'est un regard de foi. Le regard de foi va dire, c'est un nouvel être humain, ce nouvel être humain il est voulu par Dieu, et qui a un projet pour lui, qui a un projet pour elle. Donc, c'est effectivement, cet embryon est vraiment un être humain. Sinon, quels critères peut-on retenir, à quel seuil de développement on va lui accorder la qualité d'être humain, auquel on va attacher la dignité respectable ? Je suis sûr que si vous voyez un embryon de 9 ou 10 semaines, unanimement ici, vous saurez reconnaître si c'est un embryon humain ou si c'est un embryon d'autres espèces, même de singes. On arrive à le voir dès, vous voyez, donc là, puisque l'embryon, c'est jusqu'à 10 semaines, normalement, dans son développement. Alors, le regard du chrétien sur l'embryon, Monseigneur Petit le rappelait tout à l'heure, donc avant même le magistère et les textes qui ont été élaborés par les papes précédents, donc c'est dans la Bible, et Monseigneur Petit le rappelait tout à l'heure, donc je ne vais pas le reprendre, y compris dans la visitation, puisque l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth lorsque Marie est allée la rencontrer, donc ça prouve que cet enfant avait déjà inspiré par l'Esprit Saint, pourrait-on dire. Voilà. Donc ça, c'est un regard chrétien qui montre que Dieu déjà a un regard sur la personne avant même qu'elle naisse. Donc, il a déjà une part entière dans notre histoire.
Alors, qu'est-ce que sont les cellules souches embryonnaires? Un petit peu désolé de repartir un petit peu sur ces définitions, mais je crois que c'est important pour que les gens ne soient pas très habitués à ce genre de choses. En fait, c'est les premières cellules après la division, après la fécondation. Donc, ces cellules souches embryonnaires vont donner la possibilité de donner à un être humain à part entière, ce qu'on appelle les cellules totipotentes. Et puis, au bout de la première semaine, elles vont devenir ce qu'on appelle pluripotentes, simplement parce que justement, il y a une partie des cellules qui se sont différenciées des autres. Une partie va servir à former en particulier le placenta, et puis le reste va former le futur embryon lui-même, et vont être des cellules pluripotentes. Et c'est cela, donc aujourd'hui, qui est demandé pour la science, de pouvoir étudier, et on va voir de quelle façon, les cellules embryonnaires, donc souches embryonnaires pluripotentes. Ces cellules ont la particularité de pouvoir être multipliées de façon illimitée. Effectivement, par le fait justement de cette multiplication, on envisage de les utiliser pour réparer en quelque sorte ou remplacer des tissus endommagés. Alors cette possibilité, donc, elle peut ouvrir effectivement la voie à une médecine régénérative, la fabrication de médicaments innovants, enfin bref, l'élaboration de thérapeutiques nouvelles. Mais vous voyez que dans toutes ces techniques proposées, on va utiliser l'embryon et donc ne pas le respecter à proprement parler. Alors est-ce qu'on peut utiliser l'embryon? Est-ce qu'on ne doit pas d'abord le respecter? On devrait déjà, par le fait que potentiellement il peut être un être humain à part entière, par le simple fait de principe de précaution, se dire est-ce que je ne vais pas trop loin en faisant une recherche qui peut aboutir à la suppression de cet embryon ou à des protocoles expérimentaux. Je crois que tout projet de recherche doit considérer l'embryon comme un sujet. La recherche sur l'embryon concerne qui et non pas quoi. Et on voit que l'évolution des lois de la bioéthique, par les projets donc de révision de ces lois qui sont actuellement en discussion, l'embryon est plus vu comme un matériau qui est certes passionnant, mais qui est en quelque sorte réifié, donc réduit à un objet de recherche et non pas considéré et respecté en tant que sujet. Sur le plan juridique, on a vu avec l'évolution de la société une évolution des lois. Le droit à mener donc des recherches sur l'embryon a évolué au cours du temps. Alors, en 1994, la première réflexion qu'il y a eu sur le plan bioéthique interdisait la recherche sur l'embryon humain. Et puis, les lois qui ont suivi, en 2004 et 2011, on est passé de l'interdiction formelle à l'interdiction, mais avec des dérogations sous des conditions. Et puis, la révision de 2013 a non plus interdit, mais autorisé sous conditions. Alors, quelles sont ces conditions qui les posent? Cette autorisation, elle est posée par l'Agence de biomédecine. Alors, l'Agence de biomédecine, bien sûr, va avoir des conditions pour accepter plutôt les projets qui lui sont soumis. D'abord, qu'il y ait une pertinence scientifique à cette recherche. D'autre part, qu'elle s'inscrit dans une finalité médicale. Ensuite, c'est que la recherche ne peut pas être menée sans recourir à des embryons ou des cellules souches embryonnaires. Et en fait, il n'y a pas d'alternative pour pouvoir avancer dans la recherche que d'utiliser ces embryons et ces cellules souches embryonnaires. Et puis, en quatrième point, c'est que les projets et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. La seule chose, c'est que la lecture de ce texte, principes éthiques relatifs, les gens finalement mettent un point après relatif, et c'est les principes éthiques relatifs, et non plus relatifs à la recherche sur l'embryon. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure que les règles sont posées concernant ces restrictions ou ces conditions à faire de la recherche, les règles très rapidement sont bousculées, voire transgressées par ceux qui font de la recherche sur ce sujet-là. Alors, quel est l'état actuel de ces recherches? En 2017, il y avait eu 90 demandes de projets, donc de protocoles qui ont été autorisés, donc 19 ont été réalisés donc actuellement sur l'embryon. Cette permission, en quelque sorte, cette autorisation à faire de la recherche sur l'embryon et les cellules souches a été accordée à 40 équipes en France actuellement. Alors, il est vrai qu'il faut sortir un petit peu du contexte de la France, il y a l'Europe, il y a le monde, il faut regarder effectivement ce qui peut se passer autour. Il est certain qu'à l'étranger, il y a une diversité législative qui est importante et qui font que, bien sûr, la France n'est pas seule et autour d'elle, d'autres situations, d'autres vues concernant justement même les législations existent.
Alors la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle est au point de vue justement de cette recherche à partir de la dernière loi à laquelle celle-là va succéder, hein, c'est que la recherche elle doit être conduite à partir de l'utilisation de lignées de cellules souches embryonnaires disponibles ou d'embryons surnuméraires. Alors, parfois, il peut y avoir aussi des importations de cellules d'embryons venant de l'étranger. Mais donc, en France, c'est des lignées de cellules souches embryonnaires disponibles ou d'embryons surnuméraires. C'est-à-dire, en fait, c'est des embryons qui sont issus de l'assistance médicale à la procréation et qui n'ont plus de projet parental. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que le couple dont sont issus ces embryons a donné son accord pour ces recherches. On voit bien que, à ce moment-là, le respect que l'on va porter à un embryon correspond au projet parental. Si un embryon n'a pas de projet parental, en fait, ça le dénature de sa participation à l'espèce humaine et ça en fait donc un objet. Jusqu'à actuellement, la recherche sur l'embryon humain ne permettait pas la création d'embryons pour la recherche, mais donc l'utilisation d'embryons surnuméraires, comme je vous le disais, qui étaient voués sinon à la destruction. Et la recherche sur l'embryon était autorisée jusqu'à 7 jours. Alors 7 jours, c'est donc la période où vous avez la migration de l'embryon après la fécondation et le commencement de la nidation avec le début donc de son développement. Donc c'est la phase tout début qui va jusqu'au ce qu'on appelle les cellules pluripotentes. Qu'est-ce que veulent les personnes aujourd'hui qui demandent une révision de la loi bioéthique? Ils voudraient donc qu'il y ait une création d'embryons à des fins de recherche ou de production de lignées cellulaires. D'autre part, une extension de cette période de 7 jours à 14 jours. Et puis, chose encore plus importante peut-être, c'est de dépasser l'interdit de modifier et transplanter in utero l'embryon humain après la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une recherche et une expérimentation génétique sur l'embryon et possiblement cet embryon qui a été modifié génétiquement, le remettre dans l'utérus ultérieurement pour se développer. C'est une demande qui a été faite par le comité d'éthique de l'INSERM, qui avait eu un accord par l'Académie de médecine en 2002 et qui est aujourd'hui de nouveau revenu sur le sujet et la demande à l'occasion de ces révisions de loi de bioéthique. Et pourtant, il y avait une convention, ce qu'on appelle la convention d'Oviedo, en 1997, qui a été ratifiée par la France en 2011. Et dans son article 13, cette convention d'Oviedo précisait l'interdiction de modification du génome sur les cellules germinales et les embryons humains. Alors, les cellules germinales, c'est celles qui vont pouvoir donner ensuite des embryons. Vous avez les cellules somatiques, qui sont simplement pour les organes en quelque sorte, et les cellules germinales qui vont participer ensuite à la possibilité de transmettre et donc d'avoir ensuite d'autres embryons. Donc, vous voyez, interdiction de modification du génome sur les cellules germinales pour ne pas transmettre des modifications de ce génome. Alors que la France avait signé donc cette convention, il y a une loi en 2016, un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui renverse les choses alors que ce sujet n'était pas encore venu en discussion par la révision des lois de bioéthique et qui va donc disposer dans le cadre de l'AMP, donc de la PMA, avec le consentement des membres du couple, la réalisation de recherches biomédicales qui vont être menées sur les gamètes destinés à constituer un embryon. Donc on va pouvoir commencer à faire une recherche sur des gamètes qui vont ultérieurement pouvoir donner un embryon ou un embryon humain in vitro qui va pouvoir être remis ensuite dans l'utérus pour se développer avec, bien sûr, ce qui est demandé, c'est que c'est pour prévenir ou soigner des pathologies. Alors cette recherche sur l'embryon, comme vous le voyez, elle n'est pas uniquement une observation. On pourrait dire, voilà, on va rechercher, essayer de comprendre ce qui peut se passer dans le développement d'un embryon, voir ce qui peut se passer mal quand un embryon se développe avec des soucis, mais ce n'est pas qu'une observation. Ces recherches vont être liées à des manipulations génétiques sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Alors techniquement, je vais juste donner quelques aperçus pour que vous compreniez un petit peu, que vous voyez un petit peu ce que c'est. On va utiliser je pense que vous avez peut-être entendu parler de cela, le CRISPR-Cas9, qui est une sorte donc sécateur en quelque sorte génétique, qui va faire une couper et coller ensuite, comme vous avez les textes, les couper-coller, à l'échelle du gène, pour remplacer
un segment d'ADN qui peut être pathologique par un segment qu'on va lui mettre à sa place, donc par ce CRISPR-Cas9 qui vient couper le génome donc l'ADN d'une cellule et le remplacer par un autre ADN, avec l'espoir que justement l'ADN que l'on va mettre remplace un ADN malade et donc va pouvoir ainsi soigner cette personne. Alors cette possibilité peut se faire sur n'importe quelle cellule, que ce soit des cellules somatiques, et là on va le revoir, c'est tout à fait louable, pourrait-on dire. Pourquoi on ne pourrait pas le faire, et c'est un progrès que l'on peut tout à fait admettre, mais ça peut être aussi fait sur des cellules germinales, et à ce moment-là ça veut dire qu'on va changer le génome de cet individu qui va transmettre cette modification à ses généalogies ensuite. Donc cette recherche de CRISPR-Cas9 a été donc publiée en 2012 par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, et vous avez compris, c'est un copier-coller moléculaire, mais qui bouleverse complètement la thérapie génique. Il y a des applications qui ont été faites bien sûr chez l'animal et qui ont commencé aussi en Chine en particulier sur des cellules humaines pour essayer de modifier par exemple des codes génétiques qui étaient déficients et qui entraînaient par exemple des anémies. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de médecine, mais simplement donc on va essayer de corriger cette anomalie qui aboutit à une anémie qui peut être grave et donc faire en sorte que ces segments de chromosomes qui étaient défectueux puissent être remplacés par un segment qui puisse fonctionner. C'est un espoir, vous voyez, on peut l'imaginer. Cependant, donc, ces résultats sont très mitigés et les embryons ont été détruits au bout de 2 jours et on ne voit pas d'application clinique. D'autant plus que si on veut pouvoir faire ce genre de technique, il faut donc passer par une FIV, donc une fécondation artificielle extra-utérine, et pouvoir ainsi utiliser l'embryon dès le début pour pouvoir changer son programme. La deuxième voie de recherche, en dehors de ce CRISPR-Cas9, c'est la possibilité d'une fabrication synthétique d'ADN. On s'est dit, voilà, finalement l'ADN, qui est le substratum des chromosomes, c'est composé de 4 bases qui sont associées à des sucres et à des phosphates. Puisque c'est chimique, peut-être pourrait-on faire une synthèse artificielle de cet ADN. Et donc, l'idée derrière, c'est de refaire un ADN synthétique qui copie complètement l'ADN que l'on connaît et qui pourrait être intégré dans l'organisme vivant, s'y intégrer et s'exprimer. La troisième voie de recherche sur ces sujets-là, c'est la création de chimères. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chimère ? Une chimère, c'est un organisme qui est formé par 2, voire plus, populations de cellules génétiquement distinctes. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Il y a eu déjà des réalisations qui ont été faites en Californie en 2017 avec la création de chimères homme-porc. Donc vous voyez des cellules qui ont, en quelque sorte, génétiquement de 2 espèces différentes. En 2018, la création de chimères homme-mouton. Donc on est déjà, vous voyez, déjà dans une réflexion scientifique qui va extrêmement loin. Le but de cette recherche, ce serait de former des organes humanisés pour la greffe, dans la mesure où il y a un manque de greffons absolument évident. Ça concerne pas tout à fait l'embryon, mais il faut savoir donc que c'est des possibilités donc de recherche et aujourd'hui de manipulation génétique. Alors quels sont les dangers de la recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires ? Je disais tout à l'heure, moyennant le fait que ça a pourtant été signé par la France, cette convention d'Oviedo, si elle aboutit, on va voir arriver donc la naissance de bébés génétiquement modifiés. Et ces modifications sont transmissibles d'une génération à l'autre. C'est une modification héréditaire et aléatoire du génome humain. On peut se poser la question, c'est d'autant plus que les techniques sont aujourd'hui insuffisamment maîtrisées, et on ne mesure absolument pas les effets hors cible, les effets collatéraux en quelque sorte, qu'on ne prévoit pas de ces modifications génétiques. Il est certain que ça peut donner vraiment le vertige quand on voit un petit peu qu'on va toucher à des choses sans comprendre exactement jusqu'où ça peut aller. Alors on me dirait, oui, mais on ne comprend pas très bien, finalement, ces recherches, en fait, quelles sont les motivations ? Et je crois que c'est important de comprendre quelles sont les motivations qui soutiennent ces projets. Les motivations, elles sont de 3 ordres. Elles peuvent être médicales et scientifiques, elles peuvent être économiques et elles peuvent être idéologiques. Il faut savoir qu'elles existent à tous ces niveaux-là. Sur le plan médical,
les motivations de ces recherches sur l'embryon, elles sont liées bien sûr pour répondre à la souffrance de couples qui sont porteurs par exemple d'une anomalie génétique qui est transmissible et qui fait qu'ils ne peuvent malheureusement pas attendre d'enfants qui soient sains, mais qui vont être porteurs d'anomalies qui peuvent entraîner par exemple des dégénérescences ultérieures, des pathologies extrêmement graves qui sont très tristes, mucoviscidose, myopathie, etc., drépanocytose. Et donc on dit voilà, il faut quand même répondre à cette souffrance et comment peut-on faire? Est-ce que ce ne sera pas une solution de modifier un petit peu tout ça ou de faire un diagnostic des embryons qui sont porteurs de ces anomalies, ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, donc de les dépister pour justement ne sélectionner que les embryons qui sont sains. Donc ça, c'est une motivation médicale qu'on peut comprendre d'un certain côté, mais vous voyez, on voit aussi jusqu'où ça peut aller. Des motivations scientifiques, bien sûr, elles existent. Il faut savoir, moi j'ai fait de la recherche pour un petit moment, j'ai fait de la recherche pour faire de la chirurgie fétale, et donc on faisait la chirurgie expérimentale chez le singe, et puis on est passé à quelques cas de chirurgie fétale humaine en 1990, et j'ai pu mesurer ce que c'était que l'engouement de la recherche. Vous voyez, c'est qu'en fait c'est une sorte d'ivresse à un moment où on se laisse embarqué en quelque sorte dans une recherche qui peut parfois aller plus loin. On perd un petit peu le but, la fin de notre recherche pour aller parfois même au-delà des limites. Et donc il faut savoir que cet au-delà des limites peut arriver parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on va peut-être aller trop loin. C'est ce qui aboutit donc à la transgression des règles qui pourtant ont été établies. Et je pense que dans ce cas-là, il faut se poser la question, pourquoi ne faudrait-il pas appliquer le refus de l'obstination déraisonnable comme c'est le cas pour la fin de vie ? Et je pense que lorsque on se pose simplement, on peut se dire ne pas faire est une décision dès lors que le faire est possible. Ça veut dire que face à une question qui se pose, à chaque fois trouver une solution, ce qu'on appelle le solutionnisme, c'est vraiment à court terme, plutôt que de réfléchir un petit peu plus en amont, savoir pourquoi on le fait, est-ce que ça n'a pas des conséquences beaucoup plus lourdes que ce qu'on va avoir. Il faut savoir, je vous le disais tout à l'heure, que ces motivations, elles sont multiples et elles sont aussi financières, économiques. Cette recherche embryonnaire, c'est une mine d'or pour les laboratoires pharmaceutiques. Le marché des tests génétiques a rapporté en 2017 110 millions de dollars. Et on estime qu'en 2022, il pourra rapporter 340 millions de dollars. Vous voyez un petit peu l'intérêt que peuvent avoir certains à ce que ces projets avancent. À la frontière donc de l'économie, de l'idéologie, même de la politique en France, il a été investi de façon un investissement financier, la création de ce qu'on appelle l'ISTEM, c'est le Génopôle d'Evry, qui est donc l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques, qui a donc correspondu à un investissement de la France sur la recherche. Et certain que quand on investit des sommes importantes, on voudrait quand même que ça tourne un petit peu, que ça avance. Finalement, quand je lis un petit peu les publications qui ont été faites par cette structure, les recherches publiées qui ont avancé, c'est surtout sur les cellules, on va voir induites, cellules souches induites, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Et enfin, le dernier point sur le plan, j'allais dire, scientifique et économique, c'est une demande de libéralisation de la recherche sur les cellules souches, demandée par la France parce qu'ailleurs ça se fait. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Chine, ça se fait en Grande-Bretagne, pourquoi ça ne se ferait pas en France ? De peur en quelque sorte que la France soit dépassée justement par des investissements financiers qui iraient ailleurs plutôt qu'elle en France, dépassée parce qu'on n'est pas dans le vent, on n'est pas dans le courant, on ne suit pas la mode de tout le monde. Et pour cela, j'avoue que je reprendrai bien une phrase de Gustave Thibon qui disait « Être dans le vent est une ambition de feuille morte ». Les motivations, elles sont aussi idéologiques. La première chose que je voyais, c'est l'embryon. Monsieur Petit alors parlait de statut de l'embryon. On bute sur ce sujet-là, et il est certain que la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse a fait qu'on a du mal aujourd'hui à accepter une reconnaissance de l'embryon. Vous voyez, le mot « personne » ne convient à personne. Le fait de dire que c'est un être humain, déjà, c'est une discussion, alors que c'est absolument évident. Ça fait qu'en fait, le Comité consultatif national d'éthique a dit que c'était une personne humaine potentielle. Sur le plan juriste, personne par anticipation. En fait, n'étant pas une personne, il n'est pas un sujet d'attention, mais du coup, il est un objet d'expérience.
Donc on voit qu'il y a derrière tout cela une absence de volonté de reconnaître que l'embryon est vraiment un être humain à part entière, même s'il est en développement simplement, c'est un stade de développement. Et puis, une des autres motivations, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, pourquoi ? Parce que on veut aujourd'hui ne pas reconnaître que l'embryon, eh bien, il a peut-être des pathologies et que finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'empêcher les choses telles qu'elles doivent se produire si on les laissait se produire naturellement avec les soucis que ça peut entraîner. Autrement dit, transhumanisme, dans ces cas-là, on ne veut pas qu'il y ait une chance ou une crainte. Finalement, ce qu'on veut, c'est choisir et être soi-même le moteur de son évolution. Donc, c'est une sorte de refus du don, un refus de l'imprévu qui peut se passer, et évidemment, dans la procréation, il est certain qu'il y a beaucoup d'imprévus. Une des motivations aussi, sur le plan idéologique, et qui rejoint celle-là, c'est le fait que c'est un constat. C'est l'affaiblissement de la sélection naturelle dans nos pays ultra-civilisés et médicalisés, qui fait que pour certains, le recours à des manipulations génétiques est rendu possible par les biotechnologies, et ce ne serait pas une option. Ce n'est pas un choix parmi d'autres, mais c'est une nécessité absolue pour la survie de l'espèce. On voit un peu jusqu'où ça peut aller et ce que ça a pu conduire déjà dans le passé. Donc les motivations, vous voyez, pour le transhumanisme, dans ce cas-là, en fait, voient l'humanité comme une phase de transition dans l'évolution, vers le post-humanisme. C'est-à-dire améliorer l'embryon, améliorer l'humanité dès l'embryon, et donc une sorte de dépassement à tous les niveaux, ce qu'on appelle l'announcement. En quelque sorte, donc, c'est faire entrer dans le domaine de la maîtrise de son destin par l'être humain des pans entiers du réel qui appartenaient naguère à la fatalité, qui appartenaient à la loterie génétique, qui est le fait de chacun de nous, donc qui nous tombe un peu dessus, et bien sûr qui appartenait aussi à une destinée où on peut lire une volonté divine par certains côtés. Et la réponse, ce sera une manipulation, voire une augmentation des possibilités de l'être humain dès l'embryon, pour quelque chose qui est finalement librement consenti et même activement recherché. Alors, il est demandé d'élargir les autorisations pour la recherche, et vous voyez que les révisions de la loi bioéthique, régulièrement, ces limites sont repoussées, avec des arguments pour rechercher, donc en disant voilà, on va faire des progrès extraordinaires si vous nous permettez de voir cela, etc. Il s'avère que à chaque fois l'argument qui a été avancé pour faire progresser un petit peu, ou faire avancer plutôt, et évoluer ces lois de la bioéthique, en fait sont assez décevantes quant aux résultats, surtout en ce qui concerne les cellules souches embryonnaires, ce qui n'est pas du tout le cas pour les cellules souches adultes ou les cellules souches pluripotentes induites. Alors ces dernières, les cellules souches pluripotentes induites, c'est des reprogrammations de cellules adultes à des stades indifférenciés qui cette fois-ci n'ont aucun problème éthique car ça ne peut pas reconstruire un embryon. C'était donc fait par un japonais qui s'appelle Yamanaka et qui permet d'avoir ça. Les cellules souches adultes, c'est celles que vous avez tous et que nous avons tous pour renouveler nos tissus lorsqu'ils donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser mais qui sont beaucoup moins répandus bien sûr. Alors l'argument donc avancé, Jacques Testard le conteste en disant finalement ces arguments, que ce soit pour l'augmentation de la durée de la recherche sur les embryons ou pour fabriquer des embryons même ou créer des embryons chimériques, en fait, les arguments avancés par les chercheurs sur ce plan-là sont un petit peu ne répondent pas au troisième point que je vous disais tout à l'heure concernant les conditions requises pour accepter ce genre de choses, c'est-à-dire en fait, il y a une alternative, mais qui est en quelque sorte cachée. Testard va jusqu'à dire qu'elle était cachée. Dans le cadre de la bioéthique, on peut dire, donc, pour paraphraser Montaigne, la science, il disait la vie, lui, mais la science n'est en soi ni bien ni mal. C'est la place du bien et du mal selon que vous la leur faites. En fait, on peut dire que la technique elle-même n'a pas de valeur morale, c'est l'application qui en est faite qui a un sens moral. Je pense que cet adage, il peut être tout de même tempéré si la matière de la recherche transgresse le respect dû à l'homme, quelle que soit sa fragilité. Oublier qu'il s'agit d'un sujet et le traiter comme un objet, c'est réifier l'homme. Et cet adage peut aussi tempérer par le fait que si l'intention du chercheur n'a pas pour finalité le service de l'homme. Donc vous voyez qu'il peut y avoir un sens moral aussi dans la recherche et dans la technique. L'embryon, on l'a vu tout à l'heure, donc le regard scientifique aujourd'hui est obligé d'admettre que c'est un individu. Et je vous disais tout à l'heure, donc ce troisième point donc, de l'Agence de la biomédecine des recommandations, en fait, il est transgressé en permanence, alors que
justement les cellules souches, en particulier pluripotentes, ont montré déjà des résultats concernant déjà l'animal et avec des projets sur l'humain, que ce soit pour reconstruire des muscles cardiaques, reconstruire des cellules de foie chez des sujets qui sont déjà avec des cellules dégénérées. Donc il y a des projets qui sont faits. Ce qui veut dire qu'on peut user de l'énergie vers des projets qui sont éthiquement acceptables, énergie, intelligence, dynamisme, et aussi finance. Donc il y a des possibilités, il ne faut pas penser que la recherche est seulement négative. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de séquençage de l'ADN à haut débit. Il faut savoir que c'est curieux d'en parler autant aujourd'hui alors qu'on sait maintenant que le génome n'explique pas tout. Le programme génétique qu'on a dans nos cellules, il est influencé par des phénomènes qu'on appelle épigénétiques et par l'environnement. Même par la psychologie. On sait très bien, chacun, qu'on va avoir un code génétique qui va être réceptif, en quelque sorte, à des éléments extérieurs qui vont modifier sa lecture. Dans beaucoup de maladies, les gènes ciblés par les tests génétiques ne jouent qu'un rôle limité parmi de nombreux autres facteurs, en particulier environnementaux. Donc, détecter une anomalie, un défect sur le plan génétique, ne donne pas la solution totale, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'autres possibilités qui permettent de comprendre ce qui va se passer. Et Jean-François Mattei attire le regard sur la prudence concernant le décryptage de l'ADN, en disant « Nous ne sommes probablement à un niveau de compréhension du génome humain qui a environ 1%. 1% de compréhension, vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment, alors qu'on essaie de nous faire croire qu'on va posséder ce genre de raisonnement pour proposer donc des solutions génétiques. Donc, il y a quand même une possibilité de modification avec, j'ai l'idée, sur les cellules somatiques, il y a ces cellules pluripotentes, il y a le transfert de gènes synthétiques à condition d'utiliser cela uniquement sur des cellules somatiques, et pas du tout sur les cellules germinales. Réflexion sur les cellules chimériques, c'est à voir. Toujours est-il qu'il y a des recherches qui peuvent avoir tout de même un sens éthique. Donc on n'est pas uniquement dans le non, j'allais dire le sens grognon, il faut refuser tout ce qui est nouveau. Il y a des choses tout à fait positives, il faut savoir les soutenir et savoir ce qu'il en est. Alors plus rapidement, je vous reparlerai du diagnostic prénatal et de l'inconvénient de cela. Il ne faut pas avoir, donc d'abord dans le diagnostic prénatal, il y a le dépistage. Et ce dépistage, il peut être fait dans le bon sens pour une prise en charge périnatale, qui verrait donc le fœtus comme un patient non encore né. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir ce qui se passe avant la naissance. Vous savez les progrès qu'il y a, que ce soit avec le dépistage, en particulier par l'échographie, de voir des détails extrêmement importants, de voir par exemple que l'évolution naturelle d'un fœtus, si on le laisse évoluer tel que, eh bien, il aura sans doute des conséquences extrêmement importantes, donc modifier la prise en charge par un accouchement plus précoce, par un geste anténatal, etc. Donc le diagnostic anténatal n'est pas associé uniquement à la détection pour la suppression des enfants, des fœtus qui seraient porteurs d'anomalies. Mais on peut imaginer bien sûr que ce soit la sélection des embryons non porteurs, comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans le diagnostic pré-implantatoire, ou pour des raisons que l'on peut comprendre, l'anomalie donc qui peut être transmise d'une génération à une autre et entraîner malheureusement des séquelles extrêmement graves, eh bien c'est sûr qu'on essaie de répondre à une solution, mais est-ce que c'est une solution de détecter les embryons qui en sont porteurs, non pas pour les traiter, mais pour les supprimer? Et vous imaginez que derrière ce mot de pathologie, on va pouvoir éventuellement ouvrir ce genre de détection à d'autres critères qui sont des critères au-delà du pathologique. On va demander finalement d'avoir un embryon parfait. Le choix de l'embryon, on va choisir un garçon, une fille, des yeux bleus, des cheveux clairs, je sais pas quoi, et même payer pour cela, donc marchandisation de l'embryon, voire demander éventuellement par des gestes génétiques, et ça peut l'être par les expérimentations qui sont faites aujourd'hui pour obtenir donc des capacités qui sont au-delà des qualités naturelles et qui vont être demandées. Donc la génétique, sur ce plan-là, avec le séquençage de l'ADN, peut effectivement identifier des gènes de maladies héréditaires et des facteurs génétiques de prédisposition à pas mal de pathologies, et donc va permettre de donner une prédiction. Et vous voyez, ce que le danger de la prédiction, c'est qu'on n'est pas certain. On pense que sans doute, il va y avoir un sujet. Donc, quelle information va-t-on apporter aux personnes, en particulier aux parents qui attendent un enfant, et quel consentement on va leur demander? Les écueils de cette prédiction, première chose, c'est que ça fait entrer le patient, avant même qu'il soit malade, dans la maladie. La deuxième chose, c'est que
avec l'extension de cette prédiction, ce dépistage des affections génétiques peut glisser progressivement vers la sélection des enfants à naître. Un des dangers du diagnostic anténatal qui pointe actuellement, c'est de rendre le dépistage obligatoire. C'est une proposition qui a été faite par plusieurs, ce qui veut dire qu'on va transformer les parents comme responsables d'avoir un enfant porteur d'un lourd handicap. Parce qu'ils ont été prévenus que leur enfant allait sans doute avoir un handicap, et donc du coup ils ne sont plus victimes de quelque chose qui leur arrive, mais coupables d'avoir fait naître un enfant qui était porteur du handicap. Se posera la question alors, si cela devient obligatoire, est-ce qu'on aura le droit de ne pas savoir? La deuxième chose, où commence la pathologie, où va commencer la fragilité, la vulnérabilité? Est-ce qu'il y a un seuil de non-concordance à la norme de l'homme parfait? Le père Aubetit tout à l'heure parlait de l'homme parfait autonome. Autonome, qui est autonome complètement? Est-ce qu'on doit espérer un homme complètement parfait? Vous voyez qu'on rejoint encore les projets du transhumanisme. Alors, on voit, et c'est clair que la vulnérabilité, elle fait partie de la condition humaine, et cette vulnérabilité, elle commence dès avant la naissance. À la naissance, on va faire l'expérience d'une part de la non-maîtrise, c'est-à-dire en fait, on n'a pas voulu naître. Ensuite, de la dette, puisqu'on doit la vie à quelqu'un, et de l'altérité. L'altérité, c'est-à-dire qu'en fait, on va découvrir qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, et on va découvrir quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Vous voyez, ces trois points sont complètement opposés à la vision du transhumanisme qui veut tout dominer. Il veut tout dominer jusqu'à la nature elle-même, puisqu'en fait la nature n'est plus vue comme quelque chose de naturel et positif. Pour certains philosophes, la nature, pas de bien ou de mal, pas de sens moral dans la nature. Le bon sens nous dit bien sûr l'inverse. Heureusement, aujourd'hui, il y a des propos sur le plan de l'écologie qui nous montrent que la nature, il faut la défendre. Et pour nous chrétiens, c'est une révélation qui nous l'apprend. La nature a été créée par Dieu, et Dieu vit que cela était bon, et la vie est un don. Le pape François rappelait que la nature est l'art divin inscrit dans les choses, dans Laudato Si. Alors, au travers de tout cela, vous me direz, c'est pas très positif tout ça. Je dis ici, la science, il ne faut pas la voir uniquement comme un adversaire. Au contraire, il faut savoir jusqu'où on peut la pousser, l'aider, etc. Première chose, je crois qu'il est important, il faut savoir affirmer, réaffirmer la vérité. Et qu'il n'y a pas d'opposition entre la science et la foi. L'embryon est un humain. La science doit le dire, la foi le sait. Ce n'est pas la perception affective ou le désir parental qui fait que c'est un être humain. Il faut favoriser et soutenir les recherches, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont éthiques. Je ne reviendrai pas dessus. Et enfin, et je crois que voir l'affluence qui est là aujourd'hui, je crois à chaque fois avec ce qui est fait, et dans d'autres diocèses également, de montrer que vous êtes là pour essayer d'enrichir vos connaissances, pour réfléchir, et c'est important donc cet enrichissement de la personne. Ce qui fait qu'on est un homme et une femme uniques, c'est qu'on forge notre fort interne. Ce fort interne, donc, qui est le lieu inviolable de notre conscience. Et la conscience, elle n'est pas uniquement liée à la biologie, aux neuromédiateurs, comme on veut le faire croire, ou au flux électrique. Elle n'est pas non plus uniquement enfermée dans un conditionnement culturel et social. Elle n'est pas non plus imperméable à cela, mais elle est bien au-delà de cela. C'est ce qui permet notre réflexion, ça exige la vérité, mais c'est là où se déploie notre vérité, et c'est là où Dieu nous parle. Alors, l'évolution, avec la proposition de loi, on voit très bien que certaines vont sans doute passer, d'autres, il faut essayer de voir si on peut éviter qu'elles passent. On va se dire, oui, mais finalement, c'est inéluctable. L'évolution est inéluctable d'une éthique de consensus qui est relativiste, sans autre référence que l'évolution de la société, avec les avancées techniques qui sont ouvertes par les techniques. Et moi, je voudrais finir avec cette phrase de José Luis Borges, l'avenir est inéluctable, mais il peut ne pas arriver. Dieu aime les intervalles. Merci de votre attention.